culture à l'autre et la découverte de ce qui est beau, c'est très important. Ça casse vraiment les clichés, ça ouvre les portes et ça donne vraiment envie d'aller plus loin dans la découverte. Présente durant toute la quinzaine, cette expo peinture agrémentée de sculptures est certainement le fil conducteur qui unit ses regards sur le Maghreb. L'artiste liégeois d'origine algérienne, Karim Sitahar, fait montre de son talent pour une construction visuelle quasi architecturale. Je voulais ramener la chaleur de chez moi, donc des couleurs très gaies, très chaleureuses, et accompagnées de calligraphie arabe. Comme ça, je pourrais mettre le rapport entre l'Occident et le pays du Maghreb, si vous voulez. Je n'ai pas un sujet à l'avance, donc je commence par une forme géométrique, et cette forme géométrique va m'amener à quelque chose que je désire quelque part au fond de moi, que je ne connais pas, et le résultat dépend ça sera la surprise. Partage, mixité et chaleur, voilà donc les mots d'ordre de cette quinzaine Maghreb qui durera jusqu'au 19 juin. Ce week-end, l'église de Falain accueillait deux artistes. Jean Dumont présentait ses œuvres récentes, alors que Stéphanie Salmin, étoile montante du piano belge, interprétait des œuvres de Bach et de Chopin. Une alliance peinture-musique dans un cadre magnifique qui a attiré près de 300 personnes, dont Julien Van Espen. L'un est peintre autodidacte, l'autre vient de recevoir la plus haute distinction du Conservatoire royal de musique de Mons. Jean Dumont peint depuis bientôt 25 ans. Les œuvres présentées ce week-end ont été peintes au cours des 2 dernières années. Il se base sur des paysages de la région de Gérin, d'où il provient, qu'il modifie selon son humeur intérieure ou qu'il agrémente de réflexions personnelles. Son objectif est de faire percevoir des atmosphères et des moments privilégiés. S'il a réalisé de nombreuses expositions, celle-ci est toutefois un peu particulière. De tout temps, j'aurais aimé être musicien. Ça ne s'est pas fait. Bon, je fus peintre, voilà, et j'ai toujours regretté un peu de ne pas être musicien, mais j'aime beaucoup la musique. Et quelque part, il y avait un rêve dans la tête, c'était de monter une exposition avec un récital. Combiner un récital avec une exposition. Bon, c'était pas simple, ce n'était pas simple, le concept était un peu difficile, et bon, j'ai contacté Stéphanie Salmin, qui a bien voulu accepter, qui a accepté de très bon cœur tout de suite. Originaire de Namur, Stéphanie Salmin commence le piano à l'âge de 4 ans. Elle rejoint très tôt le Conservatoire royal de musique de Mons. En 2001 et pour 3 ans, elle entre comme pensionnaire à la chapelle musicale Reine-Élisabeth. Stéphanie se produit régulièrement avec l'Orchestre royal de chambre de Wallonie et avec le Vlaams Radio Orchestre. Elle suit également des cours d'interprétation à l'Académie des arts et de la musique de Berne et a remporté de nombreux prix. Les œuvres interprétées ce week-end sont en fait celles qu'elle a jouées lors de ses examens au Conservatoire royal de Mons. J'aimerais continuer mes études à la Hochschule de Berne, en Suisse, avec Alexander Magyar et présenter un concours international et faire des masterclass, et continuer ma vie musicale et les concerts et tout. J'espère que ça ira. C'est ici que prend fin ce journal. Dans quelques instants, le magazine Autoportrait part à la rencontre de l'artiste peintre et philosophe de Custine, Carole de Keyser. Des nourritures plus terrestres. Ensuite, avec Table et Terroir, qui vous apprend à cuisiner le poisson au barbecue. Allez, moi j'essaie ce soir. Passez une agréable soirée. À demain.
je m'appelle immigrée en moi-même tout simplement parce que j'ai été conçue en Afrique, je suis née en Belgique, j'ai vécu mes premières années, donc celles où l'on se construit au Brésil, dans un environnement où l'on montait sur une chaise et on voyait à 100 km à la ronde, il n'y avait rien autour de nous. Ensuite, je suis revenue en Belgique pour vivre définitivement avec mes parents. Et je pense qu'il y a quelque chose en moi qui est profondément déraciné. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, dans mes tableaux, il n'y a jamais de référence horizontale ou verticale, il n'y a pas de, comment dire, de perspective. Je ne fais jamais de rapport avec le paysage. Le paysage, chez moi, est quelque chose qui a été déraciné. Je ne pense pas que je puisse en parler comme quelqu'un qui aurait habité dès la naissance ici, en Belgique. Donc c'est vrai que je suis immigrée en moi-même. Comme si j'étais à la recherche peut-être de mes propres références. C'est une des raisons pour lesquelles dans mes tableaux, vous trouverez souvent des lignes horizontales ou des lignes verticales qui sont la schématisation d'un environnement que j'essaye de structurer moi-même. Je pense que c'est un contexte exceptionnel, d'abord d'avoir un père artiste, sculpteur, un excellent dessinateur, un être qui passe du figuratif à l'abstraction sans aucun problème. Et ensuite, tout mon environnement, par le travail et par les amis, a été baigné par les philosophes, les scientifiques, des êtres d'exception à tout niveau, et surtout mon époux et mes enfants, qui sont vraiment des êtres qui m'ont particulièrement bien entourée et avec qui je discute tout le temps, tout le temps. C'est vrai que je suis, par mes amis scientifiques, au courant souvent de découvertes que le public ne découvrira que très longtemps après, par le fait qu'il faut les médiatiser. Et j'ai cette chance de pouvoir en discuter avec eux avec passion. Donc c'est un environnement qui me permet de construire toute ma peinture sur base de réflexion et dans une quiétude d'esprit qui est assez importante, je pense. Pour peindre, j'ai besoin de quiétude et de beaucoup de réflexion. Ce qui me préoccupe, c'est la vie avec un grand V et la différence entre la vie avec un grand V et notre vie avec un petit v, au sens égocentrique du terme. La vie avec un grand V a-t-elle une morale? Et comment faire coïncider, si c'est le cas, sa morale avec notre morale? Parce que je pense que la vie a pour but de se reproduire et ne se soucie pas du tout de notre éthique de vie. Et donc elle va se reproduire par tous les moyens possibles et imaginables. Même les plus choquants, les jeunes filles violées qui attendent famille, c'est choquant. À côté de ça, nous avons notre propre vie où nous essayons d'établir une éthique et une morale. Et comment faire coïncider les deux sans qu'il n'y ait de heurts réellement entre les deux? Comment apaiser nos âmes? C'est quelque chose qui me tient fort à cœur parce que ça crée en moi un malaise de voir à quel point l'être humain souvent est en décalage par rapport à lui-même, tellement il est loin de lui, à la fois parce qu'il est mu par de très grands principes, mais qui sont quelque part des blocages qui l'empêchent d'avancer, je pense, et qui devraient être revus et corrigés. Ça, c'est ce qui me préoccupe le plus. Alors, ce qui me préoccupe d'autre, c'est ce qui nous échappe en permanence. Il y a dans mes tableaux le tableau que j'ai décidé de mettre, que j'ai décidé de créer, mais il y a dans ce tableau-là, il y a aussi mon subconscient qui s'exprime, et ça, c'est ce qui nous échappe. C'est ce qui me préoccupe également. Disons que l'essentiel, c'est que je voudrais pouvoir vivre ma vie en conscience et non en la subissant. Donc faire passer le subconscient au niveau du conscient. Les deux moyens de générer la réflexion sont la symbolique culturelle et la symbolique intuitive. Je pense que la symbolique culturelle a ceci d'avantageux, c'est qu'elle permet d'être décodée par les initiés qui connaîtraient les symboles, et même par les autres, je pense, mais elle a ceci d'inconvénient, c'est qu'elle se limite à une culture et à une dimension de pays. Par contre, la symbolique intuitive fait référence
à ce que nous avons en mémoire en commun, à nos archétypes, à des choses qui sont ancrées en nous depuis très longtemps. Et donc la recherche des codes universels est vraiment ce qui me préoccupe dans la peinture, outre les sujets que je peins. L'art dans les écoles maternelles et primaires est pour moi le fait de faire prendre conscience aux enfants de l'existence en eux d'un ressenti, non pas d'essayer de le leur faire exprimer, mais surtout qu'ils sachent qu'ils en ont un, que cette intuition, ils peuvent se baser dessus et lui faire une totale confiance dans le cas où la vie leur poserait des questions difficiles dans lesquelles ils auraient des choix à faire importants. S'ils se basent sur leur intuition, ils pourront facilement résoudre les problèmes qui se présenteront à eux. Je compte agir aussi, et nous le faisons déjà, par des conférences qui sont le support de tables de discussion qui seront étayées par des scientifiques, des philosophes, mathématiciens et des hommes de la rue, de telle sorte toujours à générer cette réflexion, quitte à démonter des préjugés, les préjugés qui nous habitent. J'en ai observé un majeur à travers la peinture, c'est la confusion qu'il existe entre l'ombre et l'obscurité, ou l'obscur. Je pense que l'ombre a deux grands principes, c'est qu'à la fois elle est apaisante et en même temps elle a la faculté de mettre la lumière en évidence. Essayez de mettre une lumière forte sur une surface déjà lumineuse, on ne verra jamais la lumière. Si vous mettez une lumière forte à côté d'une ombre forte, vous verrez très bien la lumière. Donc je pense que dans notre société, dans notre vie, le mélange entre l'ombre et la lumière est indispensable. Mais l'ombre en général nous fait peur. Mais ce que je voudrais qu'on constate, c'est que la lumière nous aveugle. Et si l'on regarde l'ombre, on peut voir qu'à travers elle, il y a des tas de choses qui apparaissent encore, alors que la lumière mange tout. Alors, ce qui motive mon cours de dessin, c'est que j'ai constaté que notre société semblerait, en Occident du moins, vouloir marcher à cloche-pied, uniquement sur une jambe, soit celle de la volonté, la maîtrise, du calcul, de l'analytique, soit celle de l'intuitif, c'est-à-dire la recherche de soi à tout prix, etc., etc. Et moi, ce qui me semble important pour arriver à une progression harmonieuse et équilibrée, c'est de marcher sur les deux jambes. Donc, dans mon cours, j'essaye de faire osciller mes élèves, d'une part dans l'intuition, d'autre part dans la technique, et de les faire progresser petit à petit vers, en fait, eux-mêmes, ce qu'ils ont à dire, mais pas uniquement au niveau du ressenti, peut-être aussi les faire... Je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer, y compris ceux qui ont besoin d'avoir des bases solides pour pouvoir accéder à eux-mêmes. Comment magnifier ce par quoi on périt sans en périr? Ou comment utiliser notre combativité sans s'affaiblir quelque part? C'est vrai que nous sommes mus par de grands principes, ne fût-ce que la lutte entre le bien et le mal, au demeurant, c'est très beau. Mais ce que je constate, c'est que nous avons plus facile à nous considérer comme agissant le bien, plutôt que de se considérer comme agissant le mal, tout simplement parce que, quelque part, on ne peut se concevoir qu'en victime. On ne peut agir que par le bien. Et moi, je voudrais qu'on se pose des questions sur le fait que faire le bien, eh bien, ça ne se fait pas sans mal, ni sans faire mal, ni sans se faire mal. Je pense que l'on peut aimer les gens, quitte à s'en faire haïr si c'est nécessaire. Ce que je voudrais, c'est que cette quête de réalisation, entre autres de la réalisation du moi profond, ne soit plus un but en soi, mais que cela devienne le moyen de servir un dessein qui nous dépasse. Et alors, en conclusion, je pense que ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'être humain, c'est qu'il est, au même titre que la peinture abstraite est au peintre, ce qui lui échappe. Je pense que l'être humain est ce qui échappe à la vie et à l'univers. C'est quelque chose qu'elle n'a pas prévu, qu'il est en train de créer, peut-être que l'on pourrait appeler humanisme. Ce que je voudrais dire en finale, c'est que, même si ça choque mon époux, je suis l'œuvre d'un homme, je suis l'œuvre de cet époux. Pendant des centaines d'années, pendant des siècles, ce sont les femmes qui ont fait l'homme,
Et nous en arrivons à une autre période de l'histoire où des hommes font des femmes hors normes. Et comme la femme fonctionne sur un autre registre que le registre guerrier de l'homme, je pense que nous rentrons dans une ère